Bonjour, bienvenue sur la voix de Morgane. Alors vous voyez, aujourd'hui je change. Est-ce que c'est à cause de la tête que j'avais la dernière fois? Je ne sais pas, mais en fait je trouvais que le paysage était bien plus intéressant que ma tête. Donc voilà, je vous offre ce petit bout des temps. Et je vais continuer la lecture Un amour de Swann de Marcel Proust. C'est bien sûr à la recherche du temps perdu. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci infiniment. Oh, pardon, je touche le micro, excusez-moi. Aussi, quand le pianiste eut fini, Swann s'approcha-t-il de lui pour lui exprimer une reconnaissance dont la vivacité plut beaucoup à Madame Verdurin. « Quel charmeur, n'est-ce pas ?» dit-elle à Swann. « Là, comprend-il assez sa sonate, le petit misérable ? Vous ne saviez pas que le piano pouvait atteindre à ça. C'est tout, excepté du piano, ma parole. Chaque fois j'y suis reprise, je crois entendre un orchestre. C'est même plus beau que l'orchestre, plus complet. » Le jeune pianiste s'inclina et, souriant, soulignant les mots comme s'il avait fait un trait d'esprit, « Vous êtes très indulgente pour moi, dit-il. » Et tandis que Madame Verdurin disait à son mari « Allons, donne-lui de l'orangeade, il l'a bien mérité », Swann racontait à Odette comment il avait été amoureux de cette petite phrase. Quand Madame Verdurin, ayant dit d'un peu loin « Eh bien, il me semble qu'on est en train de vous dire de belles choses, Odette », elle répondit « Oui, de très belles ». Swann trouva délicieuse sa simplicité. Cependant, il demandait des renseignements sur Vinteuil, sur son œuvre, sur l'époque de sa vie où il avait composé cette sonate, sur ce qu'avait pu signifier pour lui la petite phrase. C'est cela surtout qu'il aurait voulu savoir. Mais tous ces gens qui faisaient profession d'admirer ce musicien, quand Swann avait dit que sa sonate était vraiment belle, Madame Verdurin s'était écriée « Je vous crois un peu qu'elle est belle, mais on n'avoue pas qu'on ne connaît pas la sonate de Vinteuil, on n'a pas le droit de ne pas la connaître. » Et le peintre avait ajouté « Ah, c'est tout à fait une très grande machine, n'est-ce pas ? Ce n'est pas, si vous voulez, la chose chère et publique, n'est-ce pas ? Mais c'est la très grosse impression pour les artistes. » Ces gens semblaient ne s'être jamais posé ces questions, car ils furent incapables d'y répondre. Même à une ou deux remarques particulières que fit Swann sur sa phrase préférée. « Tiens, c'est amusant, je n'avais jamais fait attention. Je vous dirais que je n'aime pas beaucoup chercher la petite bête et m'égarer dans des pointes d'aiguille. On ne perd pas son temps à couper les cheveux en quatre ici. Ce n'est pas le genre de la maison, répondit Madame Verdurin que le docteur Cottard regardait avec une admiration béate et un zèle studieux se jouer au milieu de ce flot d'expressions toutes faites. D'ailleurs, lui et Madame Cottard avaient une sorte de bon sens comme en ont aussi certaines gens du peuple, se gardaient bien de donner une opinion ou de feindre l'admiration pour une musique qu'ils s'avouaient l'un à l'autre, une fois rentrés chez eux, ne pas plus comprendre que la peinture de Monsieur Biche. Comme le public ne connaît du charme, de la grâce, des formes de la nature que ce qu'il en a puisé dans les poncifs d'un art lentement assimilé, et qu'un artiste original commence par rejeter ses poncifs, Monsieur et Madame Cottard, image en cela du public, ne trouvaient ni dans la sonate de Vinteuil, ni dans les portraits du peintre, ce qui faisait pour eux l'harmonie de la musique et la beauté de la peinture. Il leur semblait, quand le pianiste jouait la sonate, qu'il accrochait au hasard sur le piano des notes qui ne reliaient pas en effet les formes auxquelles ils étaient habitués, et que le peintre jetait au hasard des couleurs sur ses toiles. Quand, dans celle-ci, il pouvait reconnaître une forme, il la trouvait alourdie et vulgarisée, c'est-à-dire dépourvue de l'élégance de l'école de peinture à travers laquelle il voyait dans la rue même les êtres vivants. Et sans vérité, comme si M. Biche n'eût pas su comment était construite une épaule et que les femmes n'ont pas les cheveux mauves. Pourtant, les fidèles s'étant dispersés, le docteur sentit qu'il y avait là une occasion propice, et pendant que Madame Verdurin disait un dernier mot sur la sonate de Vinteuil,
Comme un nageur débutant qui se jette à l'eau pour apprendre, mais choisit un moment où il n'y a pas trop de monde pour le voir. Alors c'est ce qu'on appelle un musicien di primo cartello, s'écria-t-il avec une brusque résolution. Swann apprit seulement que l'apparition récente de la sonate de Vinteuil avait produit une grande impression dans une école de tendance très avancée, mais était entièrement inconnue du grand public. « Je connais bien quelqu'un qui s'appelle Vinteuil, dit Swann en pensant au professeur de piano des sœurs de ma grand-mère. « C'est peut-être lui, s'écria Madame Verdurin. « Oh non, répondit Swann en riant. Si vous l'aviez vu 2 minutes, vous ne vous poseriez pas la question. Alors posez la question, c'est la résoudre, dit le docteur. Mais ce pourrait être un parent, reprit Swann. Cela serait assez triste, mais enfin un homme de génie, peut-être le cousin d'une vieille bête. Si cela était, j'avoue qu'il n'y a pas de supplice que je ne m'imposerais pour que la vieille bête me présentât à l'auteur de la sonate. D'abord le supplice de fréquenter la vieille bête, qui doit être affreux. Le peintre savait que Vinteuil était à ce moment très malade et que le docteur Potain craignait de ne pouvoir le sauver. « Comment ?» s'écria Madame Verdurin. « Il y a encore des gens qui se font soigner par Potain ?» « Ah, Madame Verdurin, dit Cottard, sur un ton de marivaudage, vous oubliez que vous parlez d'un de mes confrères. Je devrais dire un de mes maîtres. » Le peintre avait entendu dire que Vinteuil était menacé d'aliénation mentale, et il assurait qu'on pouvait s'en apercevoir à certains passages de sa sonate. Swann ne trouva pas cette remarque absurde, mais elle le troubla. Car une œuvre de musique pure ne contenant aucun des rapports logiques dont l'altération dans le langage dénonce la folie reconnue dans une sonate lui paraissait quelque chose d'aussi mystérieux que la folie d'une chienne, la folie d'un cheval, qui pourtant s'observe, en effet. « Laissez-moi donc tranquille avec vos maîtres, vous en savez 10 fois autant que lui, répondit Madame Verdurin au docteur Cottard, du ton d'une personne qui a le courage de ses opinions et tient bravement tête à ceux qui ne sont pas du même avis qu'elle. Vous ne tuez pas vos malades, vous au moins. Mais madame, il est de l'académie, répliqua le docteur d'un ton ironique. Si un malade préfère mourir de la main d'un des princes de la science, c'est beaucoup plus chic de pouvoir dire « c'est Potain qui me soigne ». Ah, c'est plus chic, dit Madame Verdurin. Alors il y a du chic dans les maladies maintenant. Je ne savais pas ça. Ce que vous m'amusez, s'écria-t-elle tout à coup en plongeant sa figure dans ses mains. Et moi, bonne bête, qui discutais sérieusement sans m'apercevoir que vous me faisiez monter à l'arbre. Quant à Monsieur Verdurin, trouvant que c'était un peu fatigant de se mettre à rire pour si peu, il se contenta de tirer une bouffée de sa pipe en songeant avec tristesse qu'il ne pouvait plus rattraper sa femme sur le terrain de l'amabilité. « Vous savez que votre ami nous plaît beaucoup, dit Madame Verdurin à Odette au moment où celle-ci lui souhaitait le bonsoir. Il est simple, charmant. Si vous n'avez jamais à nous présenter que des amis comme ceux-là, vous pouvez les amener. » Monsieur Verdurin fit remarquer que pourtant Swann n'avait pas apprécié l'attente du pianiste. « Il s'est senti un peu dépaysé, cet homme, » répondit Madame Verdurin. « Tu ne voudrais pourtant pas que, la première fois, il ait déjà le ton de la maison comme Cottard, qui fait partie de notre petit clan depuis plusieurs années. La première fois ne compte pas, c'était utile pour prendre langue. Odette, il est convenu qu'il viendra nous retrouver demain au Châtelet, si vous alliez le prendre. Mais non, il ne veut pas. Ah, enfin, comme vous voudrez, pourvu qu'il n'aille pas lâcher au dernier moment. » À la grande surprise de Madame Verdurin, il ne lâcha jamais. Il allait les rejoindre n'importe où, quelquefois dans les restaurants de banlieue où on allait peu encore, car ce n'était pas la saison, plus souvent au théâtre, que Madame Verdurin aimait beaucoup. Et comme un jour, chez elle, elle dit devant lui que pour les soirs de première, de gala, un coupe-fil leur eût été fort utile, que cela les avait beaucoup gênés de ne pas en avoir le jour de l'enterrement de Gambetta, Swann, qui ne parlait jamais de ses relations brillantes, mais seulement de celles mal cotées qu'il eût jugé peu délicat de cacher, et au nombre desquelles il avait pris dans le faubourg Saint-Germain l'habitude de ranger les relations avec le monde officiel, répondit « Je vous promets de m'en occuper, vous l'aurez à temps pour la reprise de Danichev. Je déjeune justement demain avec le préfet de police à l'Élysée. » « Comment ça, à l'Élysée ?
cria le docteur Cottard d'une voix tonnante. « Oui, chez monsieur Grévy, répondit Swann un peu gêné de l'effet que sa phrase avait produit. Et le peintre dit au docteur en manière de plaisanterie. « Ça vous prend souvent ?» Généralement, une fois l'explication donnée, Cottard disait « Ah bon, ça va bien ». Il ne montrait plus trace d'émotion. Mais cette fois-ci... Oh pardon, j'ai tourné. Mais cette fois-ci... Les derniers mots de Swann, au lieu de lui procurer l'apaisement habituel, portèrent au comble son étonnement qu'un homme avec qui il dînait, qui n'avait ni fonction officielle, ni illustration d'aucune sorte, fraya avec le chef de l'État. « Comment ça, monsieur Grévy ? Vous connaissez monsieur Grévy ?» dit-il à Swann de l'air stupide et incrédule d'un municipal à qui un inconnu demande à voir le président de la République et qui, comprenant par ces mots à qui il a affaire, comme disent les journaux, assure au pauvre dément qu'il va être reçu à l'instant et le dirige sur l'infirmerie spéciale du dépôt. Je le connais un peu, nous avons des amis communs. Il n'osa pas dire que c'était le prince de Galles. Du reste, il invite très facilement, je vous assure que ses déjeuners n'ont rien d'amusant. Ils sont d'ailleurs très simples. On n'est jamais plus de 8 à table, répondit Swann qui tâchait d'effacer ce que semblait avoir de trop éclatant aux yeux de son interlocuteur des relations avec le président de la République. Aussitôt, Cottard, s'en rapportant en paroles de Swann, adopta cette opinion au sujet de la valeur d'une invitation chez M. Grévy, que c'était chose fort peu recherchée et qui courait les rues. Dès lors, il ne s'étonna plus que Swann, aussi bien qu'un autre, fréquenta l'Élysée, et même il le plaignait un peu d'aller à des déjeuners que l'invité avouait lui-même être ennuyeux. « Ah, bien, ça va bien, dit-il sur le ton d'un douanier, méfiant tout à l'heure, mais qui, après vos explications, vous donne son visa et vous laisse passer sans ouvrir vos malles. Ah, je vous crois qu'ils ne doivent pas être amusants, ces déjeuners. Vous avez de la vertu d'y aller, dit Madame Verdurin, à qui le président de la République apparaissait comme un ennuyeux particulièrement redoutable parce qu'il disposait de moyens de séduction et de contraintes qui, employés à l'égard des fidèles, eussent été capables de les faire lâcher. Il paraît qu'il est sourd comme un pot et qu'il mange avec ses doigts. En effet. Alors, cela ne doit pas beaucoup vous amuser d'y aller, dit le docteur avec une nuance de commisération. Et se rappelant le chiffre de 8 convives, sont-ce des déjeuners intimes ? Demanda-t-il vivement avec un zèle de linguiste plus encore qu'une curiosité de badaud. Mais le prestige qu'avait à ses yeux le président de la République finit pourtant par triompher et de l'humilité de Swann et de la malveillance de Madame Verdurin. Et à chaque dîner, Cottard demandait avec intérêt « Verrons-nous ce soir Monsieur Swann ? Il a des relations personnelles avec Monsieur Grévy. C'est bien ce qu'on appelle un gentleman. » Il alla même jusqu'à lui offrir une carte d'invitation pour l'exposition dentaire. « Vous serez admis avec les personnes qui seront avec vous, mais on ne laisse pas entrer les chiens. Vous comprenez, je vous dis cela parce que j'ai eu des amis qui ne le savaient pas et qui s'en sont mordus les doigts. » Quant à M. Verdurin, il remarqua le mauvais effet qu'avait produit sur sa femme cette découverte que Swann avait des amitiés puissantes dont il n'avait jamais parlé. Si l'on n'avait pas arrangé une partie au dehors, c'est chez les Verdurin que Swann retrouvait le petit noyau, mais il ne venait que le soir et n'acceptait presque jamais à dîner malgré les instances d'Odette. « Je pourrais même dîner seule avec vous si vous aimiez mieux cela, lui disait-elle. Et Madame Verdurin ? Oh, ce serait bien simple. Je n'aurais qu'à dire que ma robe n'a pas été prête, que mon cab est venu en retard. Il y a toujours moyen de s'arranger. Vous êtes gentille. » Mais Swann se disait que s'il montrait à Odette, en consentant seulement à la retrouver après dîner, qu'il y avait des plaisirs qu'il préférait à celui d'être avec elle, le goût qu'elle ressentait pour lui ne connaîtrait pas de longtemps la satiété. Et d'autre part, préférant infiniment à celle d'Odette la beauté d'une petite ouvrière fraîche et bouffie comme une rose et dont il était épris, il aimait mieux passer le commencement de la soirée avec elle, étant sûr de voir Odette ensuite. C'est pour les mêmes raisons qu'il n'acceptait jamais qu'Odette vînt le chercher pour aller chez les Verdurin. La petite ouvrière l'attendait près de chez lui, à un coin de rue que son cocher Rémy connaissait. Elle montait à côté de Swann et restait dans ses bras jusqu'au moment où la voiture l'arrêtait devant chez les Verdurin.
À son entrée, tandis que Madame Verdurin, montrant des roses qu'il avait envoyées le matin, lui disait « Je vous gronde » et lui indiquait une place à côté d'Odette, le pianiste jouait, pour eux deux, la petite phrase de Vinteuil qui était comme l'air national de leur amour. Il commençait par la tenue des trémolos de violon que pendant quelques mesures on entend seul, occupant tout le premier plan, puis tout d'un coup il semblait s'écarter et comme dans ces tableaux de Peter de Hook qu'approfondit le cadre étroit d'une porte entr'ouverte, tout au loin, d'une couleur autre, dans le velouté d'une lumière interposée, la petite phrase apparaissait, dansante, pastorale, intercalée, épisodique, appartenant à un autre monde. Elle passait à plis simples et immortels, distribuant çà et là les dons de sa grâce, avec le même ineffable sourire. Mais Swann y croyait distinguer maintenant du désenchantement. Elle semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie. Dans sa grâce légère, elle avait quelque chose d'accompli, comme le détachement qui succède au regret. Mais peu lui importait. Il la considérait moins en elle-même, en ce qu'elle pouvait exprimer pour un musicien qui ignorait l'existence et de lui et d'Odette quand il l'avait composée, et pour tous ceux qui l'entendraient dans des siècles, que comme un gage, un souvenir de son amour qui, même pour les Verdurin ou pour le petit pianiste, faisait penser à Odette en même temps qu'à lui, les unissait. C'était au point que, comme Odette, par caprice, l'en avait prié, il avait renoncé à son projet de se faire jouer par un artiste la sonate entière, dont il continua à ne connaître que ce passage. « Qu'avez-vous besoin du reste ?» lui avait-elle dit. « C'est ça notre morceau. » Et même, souffrant de songer au moment où elle passait si proche et pourtant à l'infini, que tandis qu'elle s'adressait à eux, elle ne les connaissait pas, il regrettait presque qu'elle eût une signification, une beauté intrinsèque et fixe, étrangère à eux, comme en des bijoux donnés, ou même en des lettres écrites par une femme aimée. Nous en voulons à l'eau de la gemme et aux mots du langage, de ne pas être fait uniquement de l'essence d'une liaison passagère et d'un être particulier. Souvent, il se trouvait qu'il s'était tant attardé avec la jeune ouvrière avant d'aller chez les Verdurin qu'une fois la petite phrase jouée par le pianiste, Swann s'apercevait qu'il était bientôt l'heure qu'Odette rentrât. Il la reconduisait jusqu'à la porte de son petit hôtel, rue La Pérouse, derrière l'Arc de Triomphe. Et c'était peut-être à cause de cela, pour ne pas lui demander toutes les faveurs, qu'il sacrifiait le plaisir moins nécessaire pour lui de la voir plus tôt, d'arriver chez les Verdurin avec elle, à l'exercice de ce droit qu'elle lui reconnaissait de partir ensemble et auquel il attachait plus de prix parce que, grâce à cela, il avait l'impression que personne ne la voyait, ne se mettait entre eux, ne l'empêchait d'être encore avec lui après qu'il l'avait quittée. Oui, c'est pas mal. Ainsi revenait-elle dans la voiture de Swann. Un soir, comme elle venait d'en descendre et qu'il lui disait « à demain », elle cueillit précipitamment dans le petit jardin qui précédait la maison un dernier chrysanthème et le lui donna avant qu'il fût reparti. Il le tint serré contre sa bouche pendant le retour et, quand au bout de quelques jours la fleur fut fanée, il l'enferma précieusement dans son secrétaire. Mais il n'entrait jamais chez elle. 2 fois seulement, dans l'après-midi, il était allé participer à cette opération capitale pour elle, prendre le thé. L'isolement et le vide de ces courtes rues, fait presque toutes de petits hôtels contigus, dont tout à coup venaient rompre la monotonie quelques sinistres échoppes, témoignages historiques et restes sordides du temps où ces quartiers étaient encore mal famés, la neige qui était restée dans le jardin et aux arbres, le négligé de la saison, le voisinage de la nature donnait quelque chose de plus mystérieux à la chaleur, aux fleurs qu'il avait trouvées en entrant.
Laissant à gauche, au rez-de-chaussée surélevé, la chambre à coucher d'Odette qui donnait derrière sur une petite rue parallèle, un escalier droit entre des murs peints de couleurs sombres et d'où tombaient des étoffes orientales, des fils de chapelet turcs et une grande lanterne japonaise suspendue à une cordelette de soie, mais qui, pour ne pas priver les visiteurs des derniers conforts de la civilisation occidentale, s'éclairait au gaz, montait au salon et au petit salon. Ils étaient précédés d'un étroit vestibule dont le mur quadrillé d'un treillage de jardin, mais doré, était bordé dans toute sa longueur d'une caisse rectangulaire où fleurissaient, comme dans une serre, une rangée de ces gros chrysanthèmes, encore rares à cette époque, mais bien éloignés cependant de ceux que les horticulteurs réussirent plus tard à obtenir. Swann était agacé par la mode qui depuis l'année dernière se portait sur eux, mais il avait eu plaisir cette fois à voir la pénombre de la pièce zébrée de rose, d'oranger et de blanc par les rayons odorants de ces astres éphémères qui s'allument dans les jours gris. Odette l'avait reçu en robe de chambre de soie rose, le cou et les bras nus. Elle l'avait fait asseoir près d'elle dans un des nombreux retraits mystérieux qui étaient aménagés dans les enfoncements du salon, protégés par d'immenses palmiers contenus dans des cache-pots de Chine ou par des paravents auxquels étaient fixées des photographies, des nœuds de ruban et des éventails. Elle lui avait dit « Vous n'êtes pas confortable comme cela, attendez, moi je vais bien vous arranger. » Et avec le petit rire vaniteux qu'elle aurait eu pour quelque invention particulière à elle, avait installé derrière la tête de Swann, sous ses pieds, des coussins de soie japonaise qu'elle pétrissait comme si elle avait été prodigue de ses richesses et insoucieuse de leur valeur. Mais quand le valet de chambre était venu apporter successivement les nombreuses lampes qui, presque toutes enfermées dans des potiches chinoises, brûlaient isolées ou par couple, toutes sur des meubles différents comme sur des autels et qui, dans le crépuscule déjà presque nocturne de cette fin d'après-midi d'hiver, avaient fait reparaître un coucher de soleil plus durable, plus rose et plus humain, faisant peut-être rêver dans la rue quelque amoureux arrêté devant le mystère de la présence que décelaient et cachaient à la fois les vitres rallumées. Elle avait surveillé sévèrement du coin de l'œil le domestique pour voir s'il les posait bien à leur place consacrée. Elle pensait qu'en mettant une seule là où il ne fallait pas, l'effet d'ensemble de son salon eût été détruit, et son portrait, placé sur un chevalet oblique drapé de peluche, mal éclairé. Aussi suivait-elle avec fièvre les mouvements de cet homme grossier et le réprimanda-t-elle vivement parce qu'il avait passé trop près de deux jardinières qu'elle se réservait de nettoyer elle-même dans sa peur qu'on ne les abîmât et qu'elle alla regarder de près pour voir s'il ne les avait pas écornés. Elle trouvait à tous ces bibelots chinois des formes amusantes et aussi aux orchidées, aux cattléas surtout, qui étaient, avec les chrysanthèmes, ses fleurs préférées, parce qu'ils avaient le grand mérite de ne pas ressembler à des fleurs, mais d'être en soie, en satin. « Celle-là a l'air d'être découpée dans la doublure de mon manteau, dit-elle à Swann en lui montrant une orchidée, avec une nuance d'estime pour cette fleur si chic. Pour cette sœur élégante et imprévue que la nature lui donnait, si loin d'elle dans l'échelle des êtres et pourtant raffinée, plus digne que bien des femmes qu'elle lui fit une place dans son salon. En lui montrant tour à tour des chimères à langue de feu décorant une potiche ou brodées sur un écran, des corolles d'un bouquet d'orchidées, un dromadaire d'argent niellé aux yeux incrustés de rubis, qui voisinait sur la cheminée avec un crapaud de jade, elle affectait tour à tour d'avoir peur de la méchanceté ou de rire de la cocasserie des monstres, de rougir de l'indécence des fleurs et d'éprouver un irrésistible désir d'aller embrasser le dromadaire et le crapaud qu'elle appelait « chéri ». Et ces affectations contrastaient avec la sincérité de certaines de ses dévotions, notamment à Notre-Dame du Laguet, qui l'avait jadis, quand elle habitait Nice, guérie d'une maladie mortelle et dont elle portait toujours sur elle une médaille d'or à laquelle elle attribuait un pouvoir sans limite. Odette fit à Swann son thé, lui demanda « citron ou crème ?» Et comme il répondit « crème », lui dit en riant « un nuage ». Et comme il le trouvait bon, « vous voyez que je sais ce que vous aimez.
Ce thé, en effet, avait paru à Swann quelque chose de précieux, comme à elle-même. Et l'amour a tellement besoin de se trouver une justification, une garantie de durée, dans des plaisirs qui, au contraire, sans lui, n'en seraient pas et finissent avec lui, que quand il l'avait quitté à 7 heures pour rentrer chez lui s'habiller, pendant tout le trajet qu'il fit dans son coupé, ne pouvant contenir la joie que cet après-midi lui avait causée, il se répétait: ce serait bien agréable d'avoir ainsi une petite personne chez qui on pourrait trouver cette chose rare, du bon thé. 1 heure après, il reçut un mot d'Odette et reconnut tout de suite cette grande écriture dans laquelle une affectation de raideur britannique imposait une apparence de discipline à des caractères informes qui eussent signifié peut-être pour des yeux moins prévenus le désordre de la pensée, l'insuffisance de l'éducation, le manque de franchise et de volonté. Swann avait oublié son étui à cigarette chez Odette. « Que n'y avez-vous oublié aussi votre cœur? Je ne vous aurais pas laissé le reprendre. » Une seconde visite qu'il lui fit eut plus d'importance peut-être. En se rendant chez elle ce jour-là, comme chaque fois qu'il devait la voir, d'avance il se la représentait. Et la nécessité où il était pour trouver jolie sa figure de l'imiter aux seules pommettes roses et fraîches, les joues qu'elle avait si souvent jaunes, languissantes, parfois piquées de petits points rouges, l'affligeait comme une preuve que l'idéal est inaccessible et le bonheur médiocre. Il lui apportait une gravure qu'elle désirait voir. Elle était un peu souffrante. Elle le reçut en peignoir de crêpe de Chine mauve, ramenant sur sa poitrine, comme un manteau, une étoffe richement brodée. Debout à côté de lui, laissant couler le long de ses joues ses cheveux qu'elle avait dénoués, fléchissant une jambe dans une attitude légèrement dansante pour pouvoir se pencher sans fatigue vers la gravure qu'elle regardait, en inclinant la tête de ses grands yeux, si fatigués et maussades quand elle ne s'animait pas, elle frappa Swann par sa ressemblance avec cette figure de Séphora, la fille de Jéthro, qu'on voit dans une fresque de la chapelle Sixtine. Swann avait toujours eu ce goût particulier d'aimer à retrouver dans la peinture des maîtres non pas seulement les caractères généraux de la réalité qui nous entoure, mais ce qui semble au contraire le moins susceptible de généralité, les traits individuels des visages que nous connaissons. Ainsi, dans la matière d'un buste du doge Loredan par Antoine Rizzo, la saillie des pommettes, l'obliquité des sourcils, enfin la ressemblance criante de son cocher Rémi, sous les couleurs d'un ghirlandaggio, le nez de Monsieur de Palancy. Dans un portrait du Tintoret, l'envahissement du gras de la joue par l'implantation des premiers poils des favoris, la cassure du nez, la pénétration du regard, la congestion des paupières du docteur du Boulbon. Peut-être ayant toujours gardé un remords d'avoir borné sa vie aux relations mondaines, à la conversation, croyait-il trouver une sorte d'indulgent pardon à lui accorder par les grands artistes dans ce fait qu'ils avaient eux aussi considéré avec plaisir, fait entrer dans leur œuvre de tels visages qui donnent à celle-ci un singulier certificat de réalité et de vie, une saveur moderne. Peut-être aussi s'était-il tellement laissé gagner par la frivolité des gens du monde qu'il éprouvait le besoin de trouver dans une œuvre ancienne ces allusions anticipées et rajeunissantes à des noms propres d'aujourd'hui. Peut-être au contraire avait-il gardé suffisamment une nature d'artiste pour que ses caractéristiques individuelles lui causassent du plaisir en prenant une signification plus générale dès qu'il les apercevait déracinées, délivrées, dans la ressemblance d'un portrait plus ancien avec un original qu'il ne représentait pas. Quoi qu'il en soit, et peut-être parce que la plénitude d'impression qu'il avait depuis quelque temps, et bien qu'elle lui fût venue plutôt avec l'amour de la musique, avait enrichi même son goût pour la peinture, le plaisir fut plus profond et devait exercer sur Swann une influence durable qu'il trouva à ce moment-là dans la ressemblance d'Odette avec la Séphora de ce Sandro di Mariano, auquel on donne plus volontiers son surnom populaire de Botticelli, depuis que celui-ci évoque, au lieu de l'œuvre véritable du peintre, l'idée banale et fausse qui s'en est vulgarisée.
Il n'estima plus le visage d'Odette selon la plus ou moins bonne qualité de ses joues et d'après la douceur purement carnée qu'il supposait devoir leur trouver en les touchant avec ses lèvres si jamais il osait l'embrasser, mais comme un écheveau de lignes subtiles et belles que ses regards dévidèrent, poursuivant la courbe de leur enroulement, rejoignant la cadence de la nuque à l'effusion des cheveux et à la flexion des paupières, comme en un portrait d'elle en lequel son type devenait intelligible et clair. Il regardait. Un fragment de la fresque apparaissait dans son visage et dans son corps, que dès lors il chercha toujours à y retrouver, soit qu'il fût auprès d'Odette, soit qu'il pensât seulement à elle, et bien qu'il ne tînt sans doute au chef-d'œuvre florentin que parce qu'il le retrouvait en elle. Pourtant cette ressemblance lui conférait à elle aussi une beauté, la rendait plus précieuse. Swann se reprocha d'avoir méconnu le prix d'un être qui eût paru adorable au grand Sandro. Et il se félicita que le plaisir qu'il avait à voir Odette trouvât une justification dans sa propre culture esthétique. Il se dit qu'en associant la pensée d'Odette à ses rêves de bonheur, il ne s'était pas résigné à un pis-aller aussi imparfait qu'il l'avait cru jusqu'ici, puisqu'elle contentait en lui ses goûts d'art les plus raffinés. Il oubliait qu'Odette n'était pas plus pour cela une femme selon son désir, puisque précisément son désir avait toujours été orienté dans un sens opposé à ses goûts esthétiques. Le mot d'œuvre florentine rendit un grand service à Swann. Il lui permit, comme un titre, de faire pénétrer l'image d'Odette dans un monde de rêve où elle n'avait pas eu accès jusqu'ici et où elle s'imprégna de noblesse. Et tandis que la vue purement charnelle qu'il avait eue de cette femme, en renouvelant perpétuellement ses doutes sur la qualité de son visage, de son corps, de toute sa beauté, affaiblissait son amour, ses doutes furent détruits. Cet amour assuré quand il eut à la place pour base les données d'une esthétique certaine. Sans compter que le baiser et la possession qui semblaient naturelles et médiocre, s'il lui était accordé par une chair abîmée, venant couronner l'adoration d'une pièce de musée, lui parurent devoir être surnaturels et délicieux. Et quand il était tenté de regretter que depuis des mois il ne fit plus que voir Odette, il se disait qu'il était raisonnable de donner beaucoup de son temps à un chef-d'œuvre inestimable, coulé pour une fois dans une matière différente et particulièrement savoureuse, en un exemplaire rarissime qu'il contemplait tantôt avec l'humilité, la spiritualité et le désintéressement d'un artiste, tantôt avec l'orgueil, l'égoïsme et la sensualité d'un collectionneur. Il plaça sur sa table de travail, comme une photographie d'Odette, une reproduction de la fille de Jétro. Il admirait les grands yeux. Il admirait les grands yeux, le délicat visage qui laissait deviner la peau imparfaite, les boucles merveilleuses des cheveux le long des joues fatiguées, et adaptant ce qu'il trouvait beau jusque-là d'une façon esthétique à l'idée d'une femme vivante, il le transformait en mérite physique qu'il se félicitait de trouver réuni dans un être qu'il pourrait posséder. Cette vague sympathie qui nous porte vers un chef-d'œuvre que nous regardons, maintenant qu'il connaissait l'original charnel de la fille de Jétro, elle devenait un désir qui suppléa désormais à celui que le corps d'Odette ne lui avait pas d'abord inspiré. Quand il avait regardé longtemps ce Botticelli, il pensait à son Botticelli à lui, qu'il trouvait plus beau encore, et, approchant de lui la photographie de Séphora, il croyait serrer Odette contre son cœur. Et cependant, ce n'était pas seulement la lassitude d'Odette qu'il s'ingéniait à prévenir, c'était quelquefois aussi la sienne propre. Sentant que depuis qu'Odette avait toute facilité pour le voir, elle semblait n'avoir pas grand-chose à lui dire. Il craignait que les façons un peu insignifiantes, monotones et comme définitivement fixées, qui étaient maintenant les siennes quand ils étaient ensemble, ne finissent par tuer en lui cet espoir romanesque d'un jour où elle voudrait déclarer sa passion, qui seule l'avait rendu et gardé amoureux. Et pour renouveler un peu l'aspect moral trop figé d'Odette et dont il avait peur de se fatiguer, il lui écrivait tout d'un coup une lettre pleine de déception feinte et de colère simulée qu'il lui faisait porter avant le dîner.
Il savait qu'elle allait être effrayée, lui répondre, et il espérait que dans la contraction que la peur de le perdre ferait subir à son âme, jailliraient ces mots qu'elle ne lui avait encore jamais dits. Et en effet, c'est de cette façon qu'il avait obtenu les lettres les plus tendres qu'elle lui eût encore écrites, dont l'une, qu'elle lui avait fait porter à midi de la Maison Dorée, c'était le jour de la fête de Paris-Murcie, donnée pour les inondés de Murcie, commençait par ces mots. « Mon ami, ma main tremble si fort que je peux à peine écrire », et qu'il avait gardé dans le même tiroir que la fleur séchée du chrysanthème. Ou bien, si elle n'avait pas eu le temps de lui écrire, quand il arriverait chez les Verdurins, elle irait vivement à lui et lui dirait « J'ai à vous parler ». Et il contemplerait avec curiosité sur son visage et dans ses paroles qu'elle lui avait cachées jusque-là de son cœur. Ce qu'elle lui avait caché jusque-là de son cœur. Rien qu'en approchant de chez les Verdurins, quand il apercevait, éclairé par des lampes, les grandes fenêtres dont on ne fermait jamais les volets, il s'attendrissait en pensant à l'être charmant qu'il allait voir épanoui dans leur lumière d'or. Parfois les ombres des invités se détachaient minces et noires en écran devant les lampes, comme ces petites gravures qu'on intercale de place en place dans un abat-jour translucide dont les autres feuillets ne sont que clarté. Il cherchait à distinguer la silhouette d'Odette. Puis, dès qu'il était arrivé, sans qu'il s'en rendît compte, ses yeux brillaient d'une telle joie que M. Verdurin disait « Au peintre, je crois que ça te chauffe ». Et la présence d'Odette ajoutait en effet pour Swann à cette maison ce dont n'était pourvue aucune de celles où il était reçu. Une sorte d'appareil sensitif, de réseau nerveux qui se ramifiait dans toutes les pièces et apportait des excitations constantes à son cœur. Ainsi, le simple fonctionnement de cet organisme social qu'était le petit clan prenait automatiquement pour Swann des rendez-vous quotidiens avec Odette et lui permettait de feindre une indifférence à la voir ou même un désir de ne plus la voir qui ne lui faisait pas courir de grands risques puisque, quoi qu'il lui eût écrit dans la journée, il la verrait forcément le soir et la ramènerait chez elle. Mais une fois qu'ayant songé avec maussaderie à cet inévitable retour ensemble, il avait emmené jusqu'au bois sa jeune ouvrière pour retarder le moment d'aller chez les Verdurins, il arriva chez eux si tard qu'Odette, croyant qu'il ne viendrait pas, était partie. En voyant qu'elle n'était plus dans le salon, Swann ressentit une souffrance au cœur. Il tremblait d'être privé d'un plaisir qu'il mesurait pour la première fois, ayant eu jusque-là cette certitude de le trouver quand il le voulait, qui pour tous les plaisirs nous diminue ou même nous empêche d'apercevoir aucunement leur grandeur. Et je vais m'arrêter ici pour cette lecture courte, soit plus courte que les autres, mais intense. Non, je plaisante. Elle devait être intense surtout dans la différence de son, j'imagine, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Excusez-moi pour ça, si c'est vraiment le cas. En fait, il y avait quand même un petit vent que j'ai essayé de camoufler et parfois j'ai rapproché le micro puis je l'éloignais, voilà. Donc excusez-moi pour cela. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je sais pas, voilà, on voit les reflets un petit peu jouer. Je trouve ça assez plaisant. Donc je voulais le partager avec vous. J'adore ces effets-là. Voilà. Excusez-moi, décidément, je bouge trop vite la caméra. Je sais qu'il faut aller moins vite. Excusez-moi. Un petit dernier, on va voir des canards. Non, on les voit pas, ils sont trop loin. Pardon. Alors, voilà. Je vais vous quitter là-dessus. On est en plein soleil. Allez, plein soleil. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute encore une fois. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Et merci encore pour votre écoute. Je l'ai déjà dit. Bonne soirée, merci. Au revoir.